Depuis l'arrivée de la deuxième vague de la grippe H1N1, le public est bombardé d'informations. On le sait, il y a des gens qui meurent de la grippe, d'autres sont hospitalisés. Et pendant que le virus continue de se propager, on s'inquiète évidemment, par exemple pour les enfants. On voit des images du monde dans des files d'attente pour être immunisés. Et puis dans certaines villes de l'Ontario, on ferme des centres de vaccination parce qu'on n'a plus de vaccins. Il faudra attendre encore. Alors avec toutes ces nouvelles, il ne faut pas se surprendre que des gens souffrent d'anxiété quand ils entendent parler de la grippe H1N1. Et c'est justement le sujet de la chronique de la psychologue Cathy Kamkar cette semaine. Docteur Kamkar, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Alors, la grippe H1N1, évidemment, ça rend bien du monde nerveux, anxieux. Certains sont même paniqués. Est-ce que c'est une réaction normale actuellement? C'est-à-dire qu'énormément de gens ont éprouvé l'anxiété et la peur face au phénomène du H1N1. Donc d'un côté, c'est vraiment normal parce que c'est quelque chose qui fait parmi nous, donc c'est normal de s'inquiéter de nous-mêmes, de s'inquiéter de nos proches. Également, on est bombardé d'informations qui, par la suite, vraiment augmentent le niveau de la peur et l'anxiété. Mais c'est vraiment quand l'anxiété devient excessive qu'on a tendance aussi à sélectionner les informations qui sont vraiment dangereuses, qui sont négatives, et à écarter d'autres informations qui sont plus neutres et positives. Au point de vue anxiété, oui, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose qu'on éprouve tous les jours. Et c'est d'ailleurs très rare de passer une journée sans s'inquiéter ou sans anticiper que quelque chose de mal va se tourner. Aussi, l'anxiété, c'est quelque chose qui est essentiel d'ailleurs à notre survie. C'est une alarme, une réaction de lutte et de fuite. Donc, par exemple, quand notre cerveau perçoit un danger, là, il envoie un message au système nerveux qui produit de l'adrénaline, qui par la suite nous donne de l'énergie pour lutter ou fuir le danger. Donc, il y a un petit côté positif quand même à cette anxiété. Absolument, c'est un signal d'alarme, c'est quelque chose qui nous prévient. Oui. Mais à quel moment est-ce que l'anxiété va devenir problématique? C'est vraiment quand l'anxiété devient prolongée, fréquente et intense. C'est là qu'on développe vraiment une peur qui est irrationnelle, qui est excessive. Là, on s'inquiète des situations qui ne sont pas nécessairement réelles. On imagine les pires scénarios. On a difficulté à tolérer l'incertitude, ou on a des sentiments d'impuissance. Donc, c'est vraiment là que l'anxiété ne nous aide plus et interfère dans notre routine régulière. Le problème, c'est qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas contrôler ça. C'est ça, c'est ça. Et vraiment à l'égard du H1N1, par exemple. Donc, si on fait face au danger immédiat, donc c'est-à-dire qu'on attrape le virus ou un proche qui attrape le virus, évidemment, on doit prendre les précautions nécessaires pour se protéger et protéger le proche à avoir recours aux services médicaux. Mais dans d'autres situations, le danger immédiat n'existe pas. Donc bien sûr, il faut prendre les précautions nécessaires et suivre les recommandations des experts médicaux. Mais c'est vraiment là que l'angoisse ou l'anxiété excessive peut vraiment accroître la détresse et nous donner des sentiments d'impuissance. Et là, on commence à imaginer les pires scénarios et aussi on sélectionne les informations qui sont beaucoup plus dangereuses et encore au lieu de regarder la situation en global. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, on se nourrit d'informations négatives. C'est ça. On se fait peur, finalement. C'est exactement ça, oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer cette anxiété face au H1N1? Oui, donc il faut vraiment se rappeler qu'il y a toujours des ressources nécessaires pour nous aider à faire face à nos problèmes, avoir des pensées plus équilibrées. Également, à part de prendre des précautions nécessaires et de suivre les recommandations des experts médicaux, accepter qu'on n'a pas de contrôle sur tout et à gérer vraiment l'incertitude. Aussi réduire les comportements qui maintiennent la peur. Par exemple, se laver des mains de façon excessive et répétée jusqu'à un point où on a des brisures de peau, ou constamment on est en train de contacter le docteur, ou constamment on cherche du réconfort. Ce sont des comportements qui donnent un sentiment de sécurité pour une durée courte, mais en réalité maintiennent la peur. Alors si on résume un peu en terminant, ces conseils que vous donnez aux gens en cette période, justement, comme on disait, d'inquiétude, de panique dans certains cas. Alors, qu'est-ce que les gens doivent faire? Ce qui est essentiel, c'est encore se rappeler qu'il y a toujours en général des ressources nécessaires pour nous aider en général à faire face à nos problèmes. Évidemment, il faut prendre les précautions nécessaires, il faut faire attention, suivre les recommandations des experts médicaux. Mais à part ça, il n'y a pas d'autre chose qu'on peut faire. Donc vraiment, c'est accepter, et il faut accepter qu'on n'a pas de contrôle sur tout. Il faut vraiment accepter à tolérer l'incertitude et surtout avoir des pensées beaucoup plus équilibrées. Donc
ne pas seulement sélectionner des informations qui sont négatives, mais vraiment regarder la situation globalement. Aussi, toujours comme d'habitude, comme on dit, s'occuper de nous-mêmes. Donc l'exercice physique est essentiel. L'alimentation? Absolument, absolument. L'alimentation, l'exercice physique et aussi adopter une activité qu'on aime et intégrer cette activité dans nos routines régulières. Donc ce sont des choses qui nous permettent toujours de nous occuper de nous-mêmes. Alors, faire des choses qui nous plaisent finalement, puis essayer de faire ça à peu près tous les jours, oui. Ça va aider. C'est exactement ça, oui. Et sélectionner aussi cette information. Oui. Hein? C'est ce qu'on retient, pas seulement du négatif. Il y a quand même des choses qui vont bien, parce qu'il faut le dire, bon, on parle de beaucoup de cas, mais la plupart des gens s'en remettent de la H1N1. Oui, la plupart des gens s'en remettent, et les cas, bon, graves sont, heureusement, c'est beaucoup plus rare. C'est exactement ça. Eh bien, Cathy Kamkar, merci beaucoup, et je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.